Salut jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Un épisode un petit peu spécial qui couvrira en fait les sorties du mois de mars et du mois d'avril, l'épisode de la DP, ou double publication, je vous ai vu venir. En attendant, quels étaient les films que vous aviez donc à choisir pour ces 2 mois? Pour le mois de mars, je crois qu'il y avait Saint-Amour, 10 Cloverfield Lane et également Triple 9. Pour le mois d'avril, Desertio, Les Visiteurs 3 et God of Egypt. Pour le mois de mars, votre choix s'est porté assez naturellement sur 10 Cloverfield Lane, la surprenante suite de Cloverfield. Surprenante dans le sens où au niveau de la campagne marketing, je trouve que les studios de Bad Robot, donc de J.J. Abrams, avaient tapé assez fort. En étant ultra secret, il n'y avait rien qui avait fuité, juste quand eux, ils avaient décidé en fait de faire la promotion tout simplement. Promotion à contre-courant de ce qui se fait généralement, où peut-être 2 mois à l'avance, 2 ans à l'avance même, on vous annonce le casting, avant même que ça soit tourné, négocié, signé. Vous voyez les premières images de tournage, les premiers trailers, les premières bandes annonces, enfin tout ce qui fait en fait le circuit de la promotion d'un film. Mais là, non, pas du tout. 10 Cloverfield Lane, il a fuité. Ils ont balancé ça incognito, très discrètement, ça s'est répandu tout seul. Ça montre aussi l'attente qu'il y avait autour du projet. Quelques semaines avant la sortie du film, on voit arriver tout ça. Assez étonné, intrigué pour le coup, donc ça fonctionne très bien. Pour un film qui à la base, moi, c'est pas un film qui me passionne des masses, un Cloverfield, bon film, bon fan footage, marquant peut-être, pas dans mon cinéma, dans ma culture ciné. J'avais vu un bon divertissement, un bon film de SF, mais pas non plus le truc le plus marquant, je pense pas que ça avait cette prétention-là non plus. Qu'est-ce que je reproche au premier ? Le fan footage, c'est bien. Je suis pas un grand fan, mais je comprends la volonté de mettre le moins de filtres possible entre l'histoire et le spectateur, de le rendre le plus réel possible. Cependant, j'avais un petit peu de mal avec l'épaisseur en fait des personnages que je trouvais très sitcom. J'avais l'impression que c'était un épisode de Friends qui partait un peu en couille. Ça me dérangeait un petit peu. Et aussi au fait, très bizarrement, parce que l'intérêt c'est de pouvoir être le plus immersif, le plus naturel possible, le plus réel possible, j'avais du mal à croire à ces mecs qui filmaient en fait des événements qui étaient complètement ouf en fait. J'ai à la fois tort et raison là-dessus, parce que oui, ça m'a cassé mon immersion et mon acceptation de ce qu'on me proposait. Cependant, quand vous regardez les derniers événements qu'il y avait eu, alors je fais un parallèle qui est peut-être un peu étrange, j'espère pas vous déranger, vous choquer, mais quand je vois les attentats qu'il y a eu à différents endroits, notamment les derniers qu'il y a eu en Belgique, où on a ce réflexe presque malsain de filmer ce qui vous arrive en fait, de filmer ce qui se passe. Alors il y a des gens qui le font de façon très malsaine, et c'est peut-être ça qui me dérange un peu. Mais il y en a qui le font, et j'avais vu des émissions, des psychologues qui parlaient, qui indiquaient qu'en fait c'était une volonté déjà pendant l'événement de mettre une distance avec celui-ci par l'écran de votre smartphone, parce que tout se fait au smartphone maintenant, et de proposer déjà une sorte de thérapie à l'événement. Donc, quand je repense à ça, je me dis que peut-être le Cloverfield, le premier du nom, et la volonté de filmer cette attaque extraterrestre de monstres hyper puissante, avec les bâtiments qui tombent dans tous les sens, ce fameux plan avec la statue de la liberté, sa tête qui vient passer devant vous, ce qui était plutôt bien fait, hein, je reconnais quand même qu'il y a des belles choses dedans, mais je sais pas, j'avais pas eu tant d'impact que ça, à tort ou à raison, peut-être que j'ai mal saisi ce que proposait le film aussi, mais en tout cas voilà, j'étais pas, pour vous remettre un peu dans le contexte, content de voir arriver cette suite histoire parallèle au premier Cloverfield, mais pas non plus fou à me dire « Ah, j'attendais ça depuis des années, ah, génial !» Concentrons-nous sur le film, là c'était juste pour vous remettre un peu le contexte du spectateur face à l'œuvre qui nous est proposée. 10 Cloverfield Lane, j'ai préféré celui-là au premier en fait. Déjà on abandonne le parti pris du found footage. Alors on perd en originalité, c'est certain, parce que c'est filmé de manière très classique, quoi. La caméra elle est là pour nous montrer ce qui se passe, elle n'est pas actrice du film, mais justement moi j'ai trouvé beaucoup plus d'immersion là-dedans. Ça peut paraître très paradoxal, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Alors, on a une meuf, Michelle, dans son quotidien, ou du moins dans sa tentative d'échapper à son quotidien, parce que celle-ci s'enfuit, tout simplement, elle se casse. Prend ses affaires alors qu'elle avait une carrière de styliste qui avait l'air de se prévoir. Elle avait surtout un copain, une bague de fiançailles ou de mariage à proximité en fait.
et elle décide de tout claquer, de se casser, et pourquoi, comment, on ne sait pas, mais elle s'enfuit, elle prend sa voiture, elle file, jusqu'au moment où elle a un grave accident hyper immersif, vraiment très réussi cet accident, avec tous ces tonneaux, cette caméra qui va dans tous les sens, on a vraiment l'impression d'y être, sans fin de footage, comme quoi c'est faisable, et on retrouve cette même jeune fille, Michelle, enfermée dans une sorte de cave-garage, voilà, avec une blessure à la jambe assez grave, mais surtout elle est attachée à une chaîne, et pas dans les meilleures conditions, on va dire, et elle fait connaissance d'Howard, la personne qui l'a récupérée suite à son accident, qui l'a en fait amené dans un bunker, et qui lui explique en fait, lui c'est un survivaliste, et il s'est passé quelque chose sur la Terre, une espèce d'attaque chimique, enfin il n'est pas très clair sur ses propos, il n'est pas très clair, et puis surtout nous on sait ce qui s'est passé si on a vu le premier Cloverfield, et du coup il lui explique qu'ils vont être condamnés à rester sous terre pour survivre, dans un bunker, il les accueille parce qu'ils sont deux. Il y a également Emmett, un jeune garçon assez effacé, assez dominé. Pour vous donner un exemple de domination, il dort au milieu de la nourriture, au niveau des réserves en fait. Il n'y a pas de chambre attitrée, alors que Howard a sa propre chambre, et que notre Michelle, elle a le garage qu'elle transforme petit à petit, avec l'aide d'Howard en chambre, si on peut appeler ça une chambre. Et ce qu'on va surtout vouloir nous montrer à travers ce film, c'est que les monstres, on sait qu'ils sont à l'extérieur, mais on va apprendre à savoir qu'ils sont aussi à l'intérieur. Et c'était ça le parti pris, de faire une sorte de huis clos. C'est un huis clos, je sais pas pourquoi je dis une sorte, parce que c'est clairement un huis clos, on est sous la terre avec 3 personnages, et ces 3 personnages vont avoir différentes interactions, vont apprendre à se connaître, vont se défier, vont se méfier les uns des autres, et ça va donner vraiment une sorte de suspense très lancinant, très malsain. Vraiment, c'est le mot, c'est très malsain en fait, ce qui se passe à l'intérieur de ces pièces. Et je vous en dis pas plus parce que ce serait vous gâcher tout l'intérêt de cette 10 Cloverfield Lane, avec une dernière partie qui, elle, tombe un petit peu dans... Moi, ça m'a fait penser à la Guerre des Mondes en fait. La Guerre des Mondes de Spielberg. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas trop aimé cette dernière partie. Putain, mais j'ai kiffé quoi. Vraiment, c'était... Waouh, l'ASF quoi. Et c'est surtout que le film se termine sur une ouverture qui nous permet d'imaginer des tas de possibilités, que ça soit en termes de format, ça peut être des films, ça peut être des comics, ça peut être de la série, en termes de... d'histoire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet univers, avec cette invasion extraterrestre monstrueuse qui arrive sur la Terre, que ce soit dans Cloverfield de manière très frontale, et dans 10 Cloverfield Lane de manière plus psychologique. Les acteurs, je les ai trouvés très très bons. Alors Michelle, en plus d'être très jolie, l'actrice, alors son nom c'est Mary-Elizabeth Winstead. J'ai eu beaucoup d'empathie avec elle, beaucoup d'identification avec elle. Il y a également John Goodman dans le rôle d'Howard. Alors bon, ouais, plus charismatique physiquement et mentalement, en termes de présence, de jeu d'acteur, oui, il est très très bon, il est à la fois attachant et effrayant. Et on a également cet acteur un peu plus effacé, qui joue le rôle d'Emmett, c'est John Gallagher. Et ça me permet de faire un petit parallèle par rapport à ces 3 personnages, par rapport à un mouvement en fait. Je vais m'expliquer. Si vous prenez le personnage de Michelle, dès le début on vous fait comprendre qu'elle fuit, et elle va garder cette direction de fuite vers l'avant, désespérée ou non, tout le long du film. Quand elle va être dans ce bunker, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est là, elle va essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur, et bien plus que ça. En fait voilà, c'est toujours la fuite, le personnage qui cherche à fuir. Fuir, c'est survivre, c'est un petit peu ce qu'on veut nous montrer dans ce film. On a donc notre Howard, on va dire le bailleur du bunker, qui lui est le personnage qui est un peu figé dans le temps. Si c'était une touche sur une télécommande, ça serait la touche pause en fait. C'est la personne qui est prêt à vivre 3 ans enfermé sous terre, qui a tout prévu pour. Ce bunker semble figé dans le temps. On a un côté un peu rétro, que ce soit dans les couleurs des peintures, qui sont assez dégueulasses, qui rejoignent le côté malsain des interactions entre tous les personnages. Il regarde des vieilles émissions, des vieilles cassettes, des vieux bouquins, il écoute de la vieille musique, c'est pas un mal, hein, au contraire, mais on voit le côté un petit peu figé dans le temps, à la fois par rapport aux conditions extérieures, mais également par rapport à sa psychologie. Et le dernier personnage, donc Emmett,
Lui, c'est carrément le personnage inverse de Michel, c'est le personnage qui recule, qui vraiment... il fuit mais par l'arrière en fait. Il se met plus en danger en faisant ça qu'autre chose, avec cette volonté de nous montrer un personnage qui raconte un peu sa vie à Michel et qui lui dit bah, écoute, moi j'avais de bonnes perspectives, mais j'avais peur d'aller en avant, j'avais peur d'avancer, je préférais rester, j'aimais bien le côté nostalgique mais pas dans le bon sens du terme. Côté je veux pas évoluer, je veux pas avancer, je sais même pas stagner, c'est régresser, voilà. On a donc ces trois personnages qui ont des directions qui sont assez opposées, il y en a un qui a pas de direction, qui reste sur place, on a Michel qui part en avant, et on a également donc Emmett qui lui recule, en fait, c'est vraiment ça, et ça donne vraiment quelque chose d'intéressant quand on les voit évoluer dans ce huis clos, dans ce bunker. Donc ouais, j'ai vraiment adoré 10 Cloverfield Lane, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Cloverfield. Le parti pris est moins tranché, c'est certain, mais au niveau de la narration, peut-être que ça m'a plus rassuré, c'est plutôt classique, mais je me disais que exploiter l'univers de Cloverfield par ce biais-là était une putain de bonne idée. Forcément pour éviter la redondance, et puis j'ai vraiment eu l'impression de voir des vrais personnages avec une vraie psychologie, que le premier ne pouvait pas m'offrir, étant donné qu'on était sur de l'instantané, sur un côté presque anonyme, en fait, de voir des personnages lambda. Cependant, le manque d'épaisseur des personnages m'a pas permis de pouvoir bien être en immersion dans le Cloverfield premier du nom, alors que dans le deuxième, j'étais à fond dedans. Michel, Emmett, Howard, j'étais avec eux, j'étais la quatrième personne du bunker et du huis clos. J'étais vraiment perdu, je me questionnais, alors que j'en savais plus que eux. Enfin, autant qu'Howard au final, donc j'étais un peu complice de ce mec, ça me dérange un peu. Vous comprendrez pourquoi si vous avez vu le film. Donc ouais, très bon film, très bonne suite, surprenante. Est-ce qu'on peut appeler ça une suite? Est-ce qu'on peut appeler ça une histoire parallèle, un spin-off? Je ne sais pas, en tout cas c'est le même univers, et je trouve que c'est un univers intéressant, qui mérite des exploitations sous différentes formes. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de dégager quelque chose d'intéressant de cela, et je trouve que ça donne même plus d'épaisseur au premier Cloverfield, que j'avais pas, voilà, je me répète un peu, que j'avais pas spécialement kiffé plus que ça. Donc pour ce 10 Cloverfield Lane, je finirai pour lui donner une note de 6,5, pour ses personnages, pour son univers, pour sa narration peut-être plus classique mais plus immersive, sans être non plus un bouleversement cinématographique SF ou fantastique, vraiment. Donc voilà, 6,5 pour 10 Cloverfield Lane, qui était le film que vous avez choisi au mois de mars, et je vous remercie. Le mois d'avril, c'est le mois des blagues, du poisson d'avril, et Gods of Egypt est la blague que vous m'avez faite pour ce baroudeur du cinéma. J'ai envie de vous remercier parce que c'est cool de me faire souffrir comme ça. Mais d'un autre côté, putain les mecs quoi. Gods of Egypt. Alors, je suis en train de faire la Vierge effarouchée, pardon, mais c'est un petit peu prévisible au vu de la bande-annonce. Enfin, la bande-annonce n'est pas mensongère. Si vous avez trouvé ça ridicule, moche, kitsch, too much, c'est ce que vous aurez dans le film. Un film fait par Alexandre Proyas. Un mec qui avait plutôt une bonne estime dans mon cœur. Il avait fait l'excellent et le cultissime et le chef-d'œuvre, j'utilise tous les mots que j'aime pas utiliser d'habitude, mais vraiment ce film le mérite, Dark City. Film qui était sorti à la même époque que Matrix, il n'avait pas eu l'aura de Matrix, et putain qu'est-ce que c'était bon, inventif. Enfin, c'était vraiment de la bonne SF quoi. Vraiment dépaysante, qui décroche vraiment de la réalité, mais qui fait cogiter sur la réalité. Un bon film de SF. Là, on se retrouve face à un film fantastique au péplum, je sais pas si ça se dit, vous me reprendrez. C'est vraiment comme ça que je le définis. Nanardesque au possible. Qui, en fait, nous montre un monde où les dieux vivent avec ceux qui les vénèrent, en Égypte antique, même vraiment le tout début de l'Égypte antique, j'ai l'impression. Donc ces dieux se partagent le royaume égyptien. On a surtout deux dieux qui dominent tout ça. On a Seth qui vit un petit peu sur la partie sans vie et désertique de l'Égypte, et on a Horus qui lui a la partie la plus cool, hein, on va pas se mentir. Le Nil, les habitants, la verdure, les animaux, la vie tout simplement, très, très concrètement c'est ça. Lorsque le père de ces deux dieux décide de transmettre son pouvoir à Horus, Seth n'est pas d'accord, je peux le comprendre. Il arrive, il tue son père, il prend le pouvoir et il envoie Horus aux oubliettes en lui volant son pouvoir qui lui vient des yeux. Wow. Voilà, c'est ça un peu l'histoire. En parallèle, on a un petit humain du nom de Beck qui, avec sa petite copine, vit, on va dire,
petite vie un peu de bohème au milieu de tout ça, très simple, c'est un voleur, enfin il a pas trop d'ambition, mais ils sont heureux, voilà, deux jeunes gens un petit peu naïfs, et qui vont se retrouver au milieu de ces dieux, parce qu'ils croient en Horus et au retour d'Horus pour ne plus vivre sous le joug de Seth. Et on est parti pour 2 heures de kitsch, ouais, de kitsch, ça dégouline d'or en fait, parce que même les dieux quand ils saignent de l'or, ce qui est plutôt intéressant et marrant d'avoir cette idée-là. Mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette pâté dégueulasse et visuelle qui nous est projetée, qui nous est chié à la gueule en fait, c'est un peu ça. Je suis un petit peu vénère, j'ai pas du tout aimé ma séance face à ce film. Je devrais pas être surpris, c'était quand même annoncé dès le début, dès les premières images, dès même le nom Gods of Egypt, le concept, même les acteurs, ça pue du cul quoi. Il y a un acteur de Game of Thrones, c'est Jaime Lannister, le blond, le beau gosse. C'est Nicolas Coster-Waldau dans le rôle d'Horus, et également une tête connue, mais plus trop reconnue en fait, Gerard Butler dans le rôle de Seth, qui nous ressort un petit peu tout ce qui avait fait son succès dans 300, le côté très macho, très viril, très très barbu en fait, qu'on avait eu dans 300. Il nous ressort la même chose dans God of Egypt. Il le fait bien, hein, il en fait des tonnes, et de toute façon je pense que la volonté d'Alex Proyas, je sais pas si c'est Alexandre en fait, c'était de nous en mettre plein la vue, d'assumer totalement, et d'y aller à fond dans la connerie en fait, je l'espère en fait, ou alors c'est l'usage de la drogue, ça c'est autre chose. Bon, très concrètement, j'y ai pas du tout adhéré, je me suis vraiment emmerdé. 2 heures, c'est de trouver ça super long, alors que le film est hyper rythmé, ça va dans tous les sens, on change d'endroit, on change souvent, trop souvent d'histoire et de but, alors que ça aurait dû être traité plus facilement pour pouvoir vraiment exploiter les mises en scène et les actions. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Alors il y en a qui ont trouvé ça plaisant, qui se sont amusés, comme quand on regarde un nanar. C'est un nanar, très concrètement. C'est, je pense, une volonté de faire bien, de faire excessif, mais qui ne donne rien de grandiose, mais plutôt quelque chose d'assez pathétique. Pathétique, c'est le mot. Moi, un nanar, quand j'en regarde un, souvent j'aime bien les nanars fauchés, en fait. Le côté, on n'a pas de thunes, on essaye de faire comme les grands films, on les imite, on n'y arrive pas. Et pourtant, on y met toute la bonne volonté du monde, et surtout, on n'a pas de moyens. God of Egypt, c'est un budget de 150 millions, quand même. Pour rappel, 10 Cloverfield Lane, c'est 15 millions. Alors ça n'a pas la même ambition visuelle, mais putain, 140 millions pour ça. Alors les décors sont très beaux, je trouvais très variés, très beaux, très fantastiques, très merveilleux, très dépaysants, mais dès que ça commence à bouger, c'est très moche surtout. C'est ça le problème. Moi j'ai trouvé ça long, mais chiant. C'est plein de paradoxes en fait ce film. Sur le papier, c'est riche, mais il n'y a pas grand-chose qui ressort. C'est très rythmé, mais on s'emmerde. Enfin, du moins, je me suis emmerdé, parce que c'est peut-être pas votre cas. Il y a des musiques ultra épiques, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette soupe ailleurs. Il y a des effets visuels tels que les géants, donc les dieux avec les humains, qui sont réussis, mais j'ai envie de dire, le Seigneur des Anneaux faisait ça il y a 15 ans maintenant. Donc heureusement que c'est maîtrisé. Et puis tu te dis, un réalisateur comme ça, putain, t'avais tellement mieux à faire, mec. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quoi cet accident, en fait? Alors, accident financier, je suis pas sûr. J'ai pas plus d'infos là-dessus. Accident artistique, on a un plein dedans. Alors là, j'ai presque l'impression de me la raconter, genre, c'est super film, moi j'ai un cinéma qui est bien supérieur à ce qui est proposé là. Non, je suis un spectateur lambda, sauf que j'ai eu l'impression d'être pris pour un con, et que c'est de l'argent qui a vraiment été jeté par les fenêtres. C'est très bling bling en fait comme film, et c'est normal, il y a plein de dorures. Si je devais faire un mélange de tout ce que j'ai vu là, en citant des références, ça serait pas glorieuse. Ça serait la série Xena la guerrière et Hercule pour le côté, pour l'écriture des personnages, le côté très con des dialogues. Ça serait les 2 chocs des titans, voire les 3, même si je prends l'ancien avec plus de respect, et avec le côté un peu nanardesque dû à l'époque. Mais également un film comme La Légende d'Hercule, pour le côté niais de tout ça, quoi. La romance, elle est niaise au possible, putain. Et
Le Hercule avec Dwayne Johnson, qui était plutôt sympa, mais qui faisait du compliqué pour raconter pas grand-chose. Vous mélangez tout cela, vous rajoutez des paillettes d'or et des armures des chevaliers du Zodiaque, et vous avez Gods of Egypt, en fait. Putain, quoi. Quand je me dis qu'on se tape beaucoup de suites, tel Cloverfield Lane, par exemple, qu'on se tape beaucoup de super-héros, qu'on se tape également beaucoup de reboots, les seules propositions originales qu'on nous propose en termes de blockbuster, bah c'est Gods of Egypt. Bah, il y en aura certainement d'autres, mais putain, j'ai l'impression qu'il a piqué la place de quelqu'un, quoi. Enfin, tu te dis, ça sort directement en direct ou DVD, il n'y a pas que de la merde dans ces formats-là, mais souvent ça pue le caca, il y a beaucoup de Nicolas Cage, surtout, et je me dis, merde, ça a été balancé au cinéma à grand renfort de pub, avec un putain de gros budget, et j'ai participé encore à ce massacre, hein. Je suis un peu complice, encore une fois. Merde, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. Gods of Egypt, c'est 3,5, pas plus pour moi. Le demi-point, c'est parce que ça m'a fait penser aux Chevaliers du Zodiaque, quoi. J'aurais même kiffé qu'ils mettent la musique des Chevaliers du Zodiaque pendant le film, au moins ça m'aurait réveillé, quoi. Ouais, c'est de la soupe, c'est pas beau, c'est pas un bon cinéma. Je sais pas si ça a la prétention de l'être. Je peux comprendre que ça en amuse certains. J'ai pas envie de m'amuser comme ça, en fait. Quand je vois un Edge of Tomorrow, un Tomorrowland, je m'amuse. Mais c'est intelligent. Voilà. Quand je vois même un film de super-héros qui envoie de la punchline à gogo, ça m'amuse. Un Marvel, ça m'amuse. Même Ant-Man, qui est pas forcément le Marvel préféré des gens. Ben, ça m'amuse au moins. Ça a au moins un côté divertissant. Et c'est, voilà quoi, c'est pas un nanar, c'est un navet pour moi, voilà. Après, là, je me suis un peu réapproprié la définition de ce type de film. Mais ouais, c'est un putain de navet God of Egypt, mais je devrais pas être surpris, ça se voyait quand même. Donc voilà, si vous regardez la bande-annonce de God of Egypt et que vous ne l'avez pas encore vue, si ça vous fait sourire, marrer et que ça vous excite, c'est qu'il faut le voir et que vous allez vous gaver devant un nanar. Si par contre ça vous dérange, ça vous pique les yeux, que vous trouvez ça con et moche, vous assisterez à une souffrance, à un navet. Voilà. Donc, merci pour ce God of Egypt qui m'a permis de perdre un petit peu ma vue. Après tout, c'était votre choix. Je trouve ça plutôt marrant d'en parler. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup ont vraiment eu un gros plaisir en regardant ce film. Et putain, vous avez de la chance parce que c'est pas du tout mon cas. Donc ouais, 3,5, pas plus, quoi. Je vois pas trop ce qu'il y a à sauver là-dedans. À part son côté divertissant, assumé, brillant. Ouais, c'est moche en fait. Donc voilà pour Gods of Egypt. Vous aurez compris que je n'ai pas du tout aimé ce film et que ça me fait un peu chier, merde. Je veux autre chose en blockbuster, moi. Je veux pas me taper des putains de dieux égyptiens qui se tapent la gueule avec des histoires à la con dignes de Xena la guerrière, quoi. Voilà pour God of Egypt. Je m'arrête là. Le massacre a assez duré. Voilà donc pour cet épisode du Baroudeur du cinéma. Double épisode qui me permet de me mettre un petit peu à jour avant d'attaquer le mois de mai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de repenser à ces films qui étaient sortis il y a quelques semaines, voire de les découvrir, d'avoir envie de les voir s'ils sont toujours en salle ou quand ils arriveront en DVD ou en téléchargement pour certains. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces deux films. Oui, même Gods of Egypt. J'ai pris également beaucoup de plaisir à voir les autres films et je vais en profiter pour glisser les bonus à cet endroit-là. Vous dire que j'ai beaucoup aimé Saint-Amour, cette espèce de film sans prétention, très loufoque, très propre à ses réalisateurs, Kerven et Delépine, des réalisateurs que j'aime beaucoup pour ceux qui suivent Groland, c'est vraiment toute l'essence de Groland avec la poésie en plus. J'ai aussi apprécié Triple Nine, que je surnomme méchamment un sous-man, en fait, un sous-Michael Mann, mais dont j'ai apprécié certaines scènes très immersives et très malsaines, le casting aussi, et que je recommande malgré tout. Je trouve que c'est un bon petit film, j'aimerais en avoir beaucoup plus, même si j'aurais aimé que ça soit moins désamorcé. C'est trop expliqué, trop désamorcé, et ça gâche un petit peu le plaisir. Les Visiteurs 3, j'ai envie de dire, bah, si vous avez aimé Les Visiteurs 1 et 2, c'est moins bien. Si vous avez détesté Les Visiteurs 1 et 2, c'est encore pire. Moi, c'est mon cas, c'était vraiment très très dur. J'aime pas ce surjeu, ce truc très théâtral, et j'ai pas l'impression d'avoir revu des personnages 20 ans après, mais 20 kilos après. Ça m'a un petit peu dérangé. Je n'ai pas vu Desertio au moment où j'enregistre ce vlog. J'ai bien envie, c'est un film de famille, hein. Papa Quaron qui glisse un peu son fils à l'intérieur, même si celui-ci avait déjà bossé sur Gravity. J'ai bien envie d'aller voir ça.
Les métaphores me sautent un petit peu aux yeux, donc j'espère qu'il y aura quand même plus que ouais, le parallèle Mexique-États-Unis. Je ne l'ai pas encore vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre votre avis là-dessus. Donc voilà, c'était le double épisode qui me permet de couvrir le mois de mars et le mois d'avril sur 2 cinémas et 2 films très différents. Un côté une suite surprenante et de l'autre un blockbuster assez vomitif. Donc voilà, c'était donc le baroudeur du mois de mars-avril. Un double épisode, l'épisode de la DP comme je l'ai surnommé. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos votes. Je vous dis au mois de mai pour les prochaines sorties. Encore une fois, faites-moi vos retours sur les films. Je les lis toujours, je réponds toujours. Souvent les commentaires de la table ronde, sur les réponses de la table ronde. Allez, à 90% c'est moi qui réponds, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents films traités sur nos émissions, notamment sur ce baroudeur. Je vous dis à bientôt, je vous remercie. Souvent je vois les gens faire ce salut pour quitter une vidéo, je trouve que c'est un peu nul, donc je vais vous faire un salut Miss France, et je vous dis à bientôt. Allez, salut jeunes gens.